Insatiables, passionnés, enflammés, nous retrouvons les chroniqueurs et chroniqueuses de notre émission mensuelle en ligne consacrée au spectacle vivant. Bonjour, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous à cette 22e édition de Radio Mortimer. Pour cette dernière émission de la saison 2018-2019, nous avons l'immense honneur d'enregistrer pour la première fois, ici, dans ce théâtre à l'âme si particulière, hissé sur une jolie place d'un quartier emblématique de la capitale. Dans ce théâtre inauguré au XIXe siècle, qui dans son histoire a déjà porté le nom de Montmartre Théâtre et même celui de Théâtre du Peuple. Bref, ce soir, nous sommes au Théâtre de l'Atelier. Au sommaire de cette 22e édition, nous allons parler de 5 spectacles. Hors la loi, écrit et mis en scène par Pauline Bureau au Théâtre du Vieux-Colombier de la Comédie Française. Les Serges, Gainsbourg-Point-Barre, mis en scène par Stéphane Varupen et Sébastien Poudroux au Studio Théâtre de la Comédie Française. Électro-Reste d'Euripide, mis en scène par Ivo Vanov à la Salle Richelieu de la Comédie Française. Un ennemi du peuple d'Henrik Ibsen, mis en scène par Jean-François Sivadier au Théâtre de l'Odéon. Et enfin, Fauve, écrit et mis en scène par Wajdi Mouawad au Théâtre de la Colline. Je nous ferai remarquer que c'est un programme 100% théâtres nationaux, avec quand même une présence fort peu discrète de la Comédie Française. Radio Mortimer, 22e édition, c'est parti. Autour de moi pour parler de Hors la loi, j'ai le plaisir d'accueillir Yann du blog Le Galopin. Bonsoir. Bonsoir. Christine du blog Théâtre Côté Cœur. Bonsoir. Bonsoir. Suzanne du blog Mort du Théâtre. Bonsoir. Bonsoir. Et Hélène alias Le Quatrième Mur. Bonsoir. Bonsoir. Fin 1972 à Bobigny. Un procès historique est en cours. 5 femmes passent en jugement. Marie-Claire, 16 ans, qui a avorté après un viol. Et 4 femmes majeures, dont sa mère, pour complicité ou pratique de l'avortement. Leur défense est assurée par l'avocate Gisèle Halimi, qui, avec leur accord, transforme la défense en une tribune politique pour dénoncer l'injustice de la loi de 1920 interdisant l'avortement. Le procès connaît un retentissement historique et ses répercussions dans l'opinion publique contribuent à l'adoption en 1975 de la loi Veil sur l'interruption volontaire de grossesse. C'est à partir de ce fameux procès de Bobigny que Pauline Bureau écrit et met en scène Hors la loi, sa première création à la Comédie Française. Sur Twitter, Vincent Bouquet dit « Avec Hors la loi, Pauline Bureau signe un spectacle fondamental sur la bataille pour le droit à l'avortement. À travers l'histoire de Marie-Claire Chevalier, c'est celle de millions de femmes qui, avec force et sensibilité, se fait jour. Du grand art, intime et politique à la fois. » Vos réactions ? Alors, qui commence? Non, pas Suzanne, je vais commencer. Christine. Moi, j'ai été complètement happée par cette histoire. Le spectacle se déroule en 2 parties. Une première qui nous raconte l'histoire de Marie-Claire, avec un échange entre Marie-Claire devenue adulte, devenue grand-mère, qui va dialoguer à travers l'espace, à travers le temps, avec la Marie-Claire de 15 ans qui est violée par un de ses camarades, se retrouve enceinte et ne veut pas garder l'enfant, contrairement à la proposition de sa mère. Et là, parce que sa mère est une simple employée de la RATP qui ne gagne que 1 500 francs par mois, et donc ne veut pas payer le gynécologue qui, lui, est prêt à affronter l'interdiction et veut bien faire l'avortement moyennant 4 500 francs, va se retrouver comme des milliers de femmes à rechercher une faiseuse d'ange, comme on les appelait, pour faire passer l'enfant dans des douleurs atroces pour la jeune Marie-Claire, qui va porter ça toute sa vie. Et donc cette première partie, c'est cette histoire jusqu'à l'avortement, et puis la rencontre avec l'association Choisir, Gisèle Halimi, et la défense qui va être portée par un procès à huis clos, avec des interventions de personnalités. Et ce que je trouve, moi ce qui m'a plu dans le spectacle, c'est qu'on est vraiment dans l'intime, à la fois dans la première partie et dans la deuxième partie. L'intime par le huis clos et par ces récits de personnalités comme Delphine Seyrig, par exemple, ou Simone de Beauvoir, qui viennent témoigner et qui ont signé ce manifeste des 343.
Et puis l'intime de ce décor de première partie. On est dans un appartement des années 70 avec ses meubles en formica. La table, je l'ai reconnue, les chaises et les tabourets, je les ai reconnus. On avait les mêmes à la maison. Et on est voilà, dans quelque chose de très simple. Et en même temps, c'est la simplicité de ces vies qui vont croiser l'histoire et qui vont faire l'histoire et qui vont enclencher un mouvement qui va changer la vie de millions de femmes encore aujourd'hui. Et puis il y a eu pour moi des moments très touchants, comme quand les noms des 343 femmes s'affichent sur les murs. On voit notamment Danielle Lebrun qui est là sur scène, qui joue Simone de Beauvoir. Elle a signé le manifeste, Simone de Beauvoir l'a signé. Et moi, oui, j'ai eu la chair de poule, j'étais les larmes aux yeux d'émotion de voir ce passage. Quand je vois Michel Rocard qui vient parler pour défendre ces femmes, c'est un spectacle qui m'a vraiment touchée. C'est un spectacle que je trouve essentiel aujourd'hui, à un moment où ce droit à l'avortement est remis en cause dans beaucoup d'endroits aux États-Unis, où on n'est pas à l'abri en France non plus d'une remise en cause. Et voilà, c'est un spectacle pour moi essentiel. Il y avait beaucoup de jeunes dans le public ce soir-là, et je pense qu'il faut le voir parce que voilà, c'est un moment important de l'histoire. Suzanne, justement, tu es la plus jeune à cette table. Et as-tu reconnu les meubles en formica? J'ai pas reconnu les meubles en formica, non, mais je suis pas d'accord en fait avec ni ce que dit Vincent Bouquet, ni ce que dit Théâtre Côté Cœur. Certes, c'est un fait exceptionnel, mais je suis pas d'accord avec le fait que ça donne un spectacle fondamental. C'est un fait fondamental, ça donne pas un spectacle fondamental. Moi, j'ai pas été prise dans ce spectacle. J'ai trouvé la première partie lente, elle trouvait pas de rythme. Je trouvais que le personnage, justement, qui parlait, le personnage de Marie-Claire âgée, qui parlait à elle-même plus jeune, je trouvais ça assez fabriqué, ça manquait d'authenticité. Et je n'ai pas été du tout prise dans cette première partie. Et la deuxième, je ne vois pas ce qu'elle apporte de plus que si j'étais allée chercher moi-même dans un livre d'histoire, ou je ne sais pas, je ne vois pas ce qu'il y a de plus, parce que les comédiens français sont bons, mais on les a quand même connus mieux dirigés. J'étais un peu déçue par l'interprétation de Françoise Gillard, qui incarne Gisèle Halimi. Moi, j'ai vu Françoise Gillard, j'ai pas vu quelqu'un d'autre. Donc voilà, j'étais un peu gênée. Je suis contente de ce que j'ai appris, parce que j'ai quand même appris. Mais je reste un peu sur ma faim quand je sais ce que peut faire Pauline Bureau avec des sujets importants, comme elle l'a pu faire dans Mon cœur, sur l'affaire du Mediator. Voilà, moi je n'ai pas vu Mon cœur, mais je trouve comme Théâtre Côté Cœur que c'est un spectacle absolument nécessaire dans une période où effectivement on remet en cause ce droit à l'avortement, y compris en France. Il y a des groupuscules encore qui se manifestent régulièrement. Il y a même une dirigeante qui a dit qu'il fallait arrêter ces avortements de confort. Et quant à la durée de la première partie, moi je ne la trouve pas très lente, parce qu'au contraire elle explique très bien les faits, où on voit quand même cette jeune fille qui est violée, qui a affaire à des policiers qui lui disent à un moment « Mais vraiment, vous êtes sûr d'avoir été violée? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas été porté plainte ?» Moi, sur ce passage, un moment qui m'a révoltée, c'est de voir que le violeur s'en tire. Pour échapper à une accusation, enfin à la prison pour vol de voiture, il dénonce la fille qui l'a violée, oui. Et c'est elle qui se retrouve au tribunal parce qu'elle a avorté des suites de son acte. J'allais venir parce qu'effectivement, on voit que la police préfère libérer un délinquant et aller chercher cette jeune fille et sa famille, enfin cette jeune fille qui s'est fait violer, qui s'est fait avorter, et la personne qui l'a avortée, donc la faiseuse d'ange. Et puis, il y a tout à fait au début du spectacle, il y a Marie-Claire, oui. Donc dit « Je n'oublierai jamais la douleur ». Donc ça, c'est une phrase très forte. Et puis, je trouve aussi que c'est important qu'on montre tout ce
ce processus d'avortement, où on voit la jeune fille dans la chambre, les journées où elle souffre avec la sonde, où elle ne sait pas ce qui va lui advenir, jusqu'au moment où elle va aller évacuer le fœtus. Et c'est nécessaire de montrer ça, c'est nécessaire pour savoir ce qu'était à ce moment-là la façon dont les femmes avortaient. Bon, il faut savoir qu'il y a probablement des milliers de femmes qui sont mortes de ces avortements clandestins. Moi, je pense pas que ce soit nécessaire de montrer. Justement, j'ai été peut-être moins touchée par ça parce que j'avais déjà entendu un témoignage quand Françoise Gillard a dit l'événement d'Annie Arnaud il y a 2 ans au Français. Elle racontait exactement le même avortement avec la sonde, la douleur, les journées. Donc j'avais déjà vécu ça en quelque sorte. Et donc je trouve que j'ai pas été prise par le fait qu'on nous montre. Quelque chose là a manqué. Pour revenir en fait que vous disiez c'est nécessaire aujourd'hui, ça fait écho. D'accord, mais alors n'importe quel spectacle sur le sujet va être nécessaire, va faire écho. Qu'est-ce que celui-là il apporte? Moi c'est ça que je comprends pas. Hélène, très bien. Le procès de Bobigny, ça a quand même été un événement absolument incroyable. Moi, j'en ai des souvenirs, j'avais 10-11 ans, mais j'en ai des souvenirs, on en parlait. Donc c'est peut-être aussi, je vais redire, une question de génération, c'est que ça fait partie de notre histoire contemporaine. Mais tu me parles pas de ce spectacle, tu me parles du procès. Si, mais justement, moi j'ai appris plein de choses. Je connaissais pas tous les tenants et les aboutissants, et j'ai trouvé qu'elle a réussi à recréer l'atmosphère de l'époque. Et c'est extrêmement difficile aujourd'hui pour les jeunes générations d'expliquer ce que c'était, parce que les jeunes femmes aujourd'hui, t'as beau leur expliquer, ça reste un truc un petit peu ancien, très déconnecté de leur réalité, et tant mieux. Et j'ai trouvé que c'était très fort qu'elle réussisse à recréer cette atmosphère de modestie, cette atmosphère de manque de moyens, cette atmosphère où il n'y avait pas forcément toutes les aides sociales, toute la possibilité, il n'y avait pas Internet, on ne pouvait pas en tapant sur un moteur de recherche trouver quelqu'un, etc. Donc j'ai trouvé qu'elle recrée bien l'époque des années 70, et ça c'est fort. Elle reproduit ce que des images d'archives te donneront. Non, elle a créé l'atmosphère. Et les meubles en Quelle différence avec des images d'archives? C'était sur une scène, oui, mais alors tu peux toujours faire du cinéma, théâtre. Parce que je pense que les gens qui vont pas spontanément voir aller faire des recherches ou aller regarder des images d'archives, je pense que c'est bien de le montrer là. Mais donc c'est équivalent. Tu le reconnais que c'est équivalent? Non. Si tu vas pas... T'as l'émotion en plus. Elle a vraiment construit. Elle s'est construit vachement intelligemment. Parce elle restitue l'univers politique, l'univers social, l'univers économique. Elle met en avant ces différences entre les classes sociales, entre ces vedettes. C'est éminemment politique. Et le procès l'était? Oui. Mais donc, qu'est-ce qu'elle ajoute? C'est ça que je comprends pas. Quelle est la valeur ajoutée? Elle le condense parce que si tu veux, elle a quand même condensé et elle a fait ressortir les lignes de force parce que le procès, il a été beaucoup plus long et beaucoup plus... C'est long ce procès. Hein. Donc, par définition, tu resserres quand tu fais une pièce, tu vas pas faire du live, un procès pendant 15 jours sur le sujet. Donc, moi j'ai trouvé qu'il y avait... Donc c'est son travail documentaire que vous saluez? Non, mais il y avait de l'atmosphère. Il y a une atmosphère. Mec, j'ai pas... Et elle a quand même le coup des 343 projetés sur le mur, c'est incroyable. Les quelques images d'archives à la fin, des manifestations de femmes, etc. Moi, j'en avais les poils comme ça. Alors peut-être parce que ça me rappelait des combats, des choses que j'ai vécues, des choses que j'ai entendues, des choses... Bon, mais je me suis sentie appartenir à quelque chose. Je suis sortie de là plus féministe encore que je n'y suis entrée, si tu veux. Et je me suis dit, mais je suis héritière de ça, et je ne suis pas très militante par nature. Et franchement, là, je me suis dit, elle a réussi à insuffler un truc d'une histoire qu'on connaissait comme une histoire. Elle l'a re-rendue réelle et éminemment politique par rapport à aujourd'hui. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était une vraie réussite, mais après, c'est des ressentis, quoi. Et moi, j'ai trouvé très touchant aussi le témoignage de la jeune fille qui, elle, n'a pas contrevenu à la loi, qui a eu son enfant, et de voir la manière dont elle est traitée après en ayant respecté la loi, c'est terrible. C'est terrible. Je crois que c'est vraiment la force de ce spectacle, de le réinscrire dans l'histoire, dans une époque, dans un mouvement, et de rappeler d'où ça vient
et de créer cette atmosphère, vraiment pour moi, de l'intime et de l'histoire, de la petite histoire qui rejoint la grande histoire. Et alors, la dernière chose que je dirais, moi, c'est j'ai découvert Coralie Zaonero, qui est très peu distribuée, je trouve, à la Comédie Française, et que j'ai trouvé vraiment magnifique dans le rôle de la mère de Marie-Claire, avec une dignité absolument fabuleuse, l'accompagnement qu'elle a de sa fille, et puis quand elle endosse les habits de Delphine Seyrig pour témoigner, elle était juste... Enfin, voilà. Je suis tombée amoureuse de cette comédienne. Ce sera le mot de la fin. Vous avez jusqu'au 7 juillet pour aller voir ou revoir Hors la loi, écrit et mis en scène par Pauline Bureau au théâtre du Vieux Colombier de la Comédie Française. Les représentations ont lieu le mardi à 19h, du mercredi au samedi à 20h30 et le dimanche à 15h. Merci à vous quatre. Christine du blog Théâtre Côté Cœur, Suzanne du blog Mordu de Théâtre, Hélène alias Le Quatrième Mur, vous restez avec nous pour parler du cabaret Les Serges, Gainsbourg.bar. Il y a eu Barbara, Georges Brassens, L'Interlope, Bob Dylan, Léo Ferré ou encore Boris Vian. Cette fois-ci, c'est au tour de l'auteur-compositeur-interprète Serge Gainsbourg de se voir consacrer un cabaret au studio théâtre de la Comédie Française. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, qu'on le prenne en exemple ou en haine, qu'on veuille le sanctuariser ou le clouer au pilori, on porte en soi son propre Serge. Pour ce nouveau cabaret, les sociétaires Stéphane Varupen et Sébastien Poudroux réunissent plusieurs de leurs camarades de la troupe et interrogent l'entrée de chacun, chacune, en Gainsbourgie. Sur Twitter, Laurette dit « Les Serges au studio théâtre de la Comédie Française, un très bel hommage à Gainsbourg, où son génie se mêle aux multiples talents des comédiens et comédiennes. On en redemande. » Vos réactions? Eh bien, moi, j'ai passé un excellent moment. J'ai trouvé ça joyeux, léger, chantant évidemment. Et j'ai pris énormément de plaisir à voir cette troupe manier aussi bien le jeu théâtral que le jeu musical et le chant. J'ai été très épatée par les talents de tous ces gens. Et j'ai trouvé que c'était aussi drôle. Il y a beaucoup de drôlerie par rapport aux interviews de Serge Gainsbourg, puisque entre les chansons, il y a des extraits d'interviews de Serge Gainsbourg et de ses bons mots. Et tout ça fait un moment, ça dure une bonne 1h15, 1h20, un bon moment gainsbourgien et gainsbarien. Donc moi j'ai eu beaucoup d'enthousiasme, et je sais que Suzanne, ma petite camarade de théâtre, qui a encore beaucoup d'enthousiasme à nous partager pour un spectacle. C'est la première fois que je suis déçue. Non, c'est pas la première fois. Mais je suis déçue par ce cabaret, moi, personnellement. Il faut dire, j'aime pas Gainsbourg. Donc déjà, on va le reconnaître. Je suis pas une grande fan. Mais j'aurais aimé que les comédiens français me transportent quand même. En plus, il y avait quelques chansons qui étaient parmi mes préférées. Et en fait, pas du tout. Je me suis un peu ennuyée. C'est la première fois que je m'ennuie à ce point devant des chansons par les comédiens français. Ils ont pris, et c'est le parti pris, ils ont voulu ne choisir que des comédiens qui étaient musiciens. Ce ne sont pas forcément d'excellents chanteurs. Je trouve que c'est pas forcément toujours très agréable à écouter. C'était vrai dans les autres cabarets aussi. Ah non, c'est pas vrai. Là, ils ont été choisis sur leur qualité de musiciens. Oui, mais dans les autres cabarets, il n'y avait pas forcément que des chants justes. Ah, moi, j'ai jamais. Enfin, là, ça m'a un peu gêné l'oreille cette fois-ci. Parce que tu as une bonne oreille. Moi j'ai deux oreilles bouchées, donc ça allait très bien. Oui, je trouve que l'excuse de dire que Rebecca Marder a été choisie parce qu'elle est instrumentiste, c'est vraiment se fiche de la gueule du monde. Il y a un journaliste qui a écrit ça. Non, c'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans la Bible. Donc franchement, c'est se fiche de la gueule du monde. Juste, je précise pour nos auditeurs et auditrices qui ne le savent pas, la Bible,
On ne parle pas du livre religieux, on parle bien donc du petit prospectus qui est distribué avant le spectacle. Voilà, je le dis juste comme ça. Donc tu disais par rapport à la Bible que c'est écrit dedans. C'est écrit dans la Bible que Rebecca Marder a été choisie car c'était la seule femme instrumentiste du français. C'est franchement, se fiche un peu du reste des femmes du français parce qu'elle joue 2 accords sur le piano avec 2 doigts complètement mal positionnés. Donc elle n'est pas plus instrumentiste que Quatrième Mur. Elle est jeune, elle est jolie, c'est pour ça qu'on l'a choisie. Et elle chante très bien, il faut le reconnaître. Et elle joue magnifiquement. Hélène, le Quatrième Mur, est jeune et jolie aussi. Moi, je trouve qu'elle est très bien. Alors, je ne me suis pas arrêtée à cette histoire de choisie parce qu'elle était musicienne. J'ai trouvé qu'elle était... Ni pour les doigts mal positionnés. Ni pour les doigts mal positionnés. Je l'ai trouvée très bien. Elle est très bien. Fraîche, en fait, pour interpréter Jane Birkin, pour interpréter... c'est Poudrou qui jouait Jane Birkin. Non, elle chante à un moment. Ah non? Je crois pas. En fait, pour le savoir, il faut aller le voir. Brigitte, oui, il faut aller le voir. C'est Bardot. C'est pas Birkin, c'est Bardot. Moi, comme Quatrième Mur, j'ai vraiment passé un bon moment. Ce qui m'a le plus gênée, c'était par contre le public, peut-être un peu âgé, qui avait du mal à se bouger, alors que j'ai trouvé que c'était quand même entraînant. Moi, j'avais envie de chanter avec eux, j'avais envie de bouger. Mon mari, qui est fan de Gainsbourg, y est allé une semaine après moi. J'étais un petit peu sur la réserve en me disant, est-ce qu'il va aimer, lui qui est vraiment un fan? Il a adoré. Et il a adoré aussi le fait que ce ne soit pas de l'imitation, mais qu'il se soit réapproprié, et c'est ce qu'ils font dans ces cabarets, qu'ils se soient réappropriés les chansons, qu'ils les chantent à leur manière, avec leur sensibilité, avec leur voix, qui ne sont pas toujours parfaites, avec des réorchestrations, parfois nouvelles, et dont une, il m'a dit, elle est même encore mieux que l'original. Et j'ai vraiment passé un bon moment. Mais tu vois, encore une fois, je vais parler de la valeur ajoutée du spectacle, parce que je trouve que d'habitude dans ces cabarets, ce que moi je viens chercher, c'est l'interprétation de ces comédiens qui ajoutent quelque chose à la chanson d'origine. Or, interpréter, jouer une chanson de Gainsbourg, c'est pratiquement impossible. Et du coup, j'ai trouvé que c'était moins bien que l'original et que ça n'avait pas beaucoup d'intérêt. Je trouve qu'ils s'en sortent justement très bien parce qu'ils évitent cet écueil. Mais tu vois, quand je veux dire, Verhoeven, moi j'adore, quand il chante, et il est souvent là dans des cabarets, là il interprète Black Trombone, qui est une de mes chansons préférées, mais j'ai pas du tout adhéré. Je me disais, c'est pas un supplice non plus, mais que ça s'arrête, quoi. Mais tu peux pas juste te laisser porter, parce que c'est marrant de chercher une réinterprétation ou un truc. Moi, je dis c'est du divertissement pur. Non. Quand j'aime pas un truc à la radio, je zappe. Tu les vois s'amuser, tu les vois se regarder. Enfin, moi, j'ai pris un plaisir fou à les voir. La salle était complètement déchaînée. Ils nous ont fait une reprise à la fin, etc. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était juste une bulle. Oui, tu les vois. Une bulle de musique et de joie. J'ai pas cherché autre chose. Tu les vois kiffer sur scène, ils kiffent. Mais moi, Parce que tu attendais autre chose. Bah, j'attendais d'être entrée. Enfin, je suis pas. Musicalement, j'étais déçue. Comme Quatrième Mur, moi, ce que j'apprécie dans ces cabarets, c'est cet espace un peu en dehors du reste de la saison, dans lequel les comédiens, enfin la troupe prend vraiment plaisir à faire autre chose et à partager ce plaisir de faire cette autre chose. Attendez, avec un public. On ne va pas commencer à apprécier un spectacle parce que la troupe apprécie et partage et c'est pas ce que je suis en train de dire. On apprécie un spectacle pour ce qu'on veut. Oui, non mais d'accord, mais je veux dire, dans ce cas-là, des comédiens qui sur scène prennent plaisir à jouer et le partagent avec le public, moi ça fait partie des plaisirs que j'ai au théâtre. Je ne vais pas le chercher comme une pièce du répertoire classique ou comme une création. Attends, mais fabuleuse. Tu me prends des... Non, moi non plus. C'est un intermède, c'est un divertissement et je le prends tel quel. C'est pas forcément le meilleur des cabarets qui a été produit par la Comédie Française, mais j'y ai passé un très bon moment. Bah, je vous envie. En tout cas, il y aura la reprise de Comme une pierre qui roule sur la création de Bob Dylan la saison prochaine. Et si tu ne l'as pas vu, va voir. Je l'ai vu, mais c'est pareil. Moi, je trouve que c'était pas un des meilleurs cabarets. Moi, j'attends celui de Bagdad, c'est rien. Ça sera bien. En tout cas, pour celui sur Serge, vous avez jusqu'au 30 juin pour aller le voir ou le revoir. Je rappelle le titre, il s'agit de Les Serges Gainsbourg.bar.
mis en scène par Stéphane Verhupen et Sébastien Poudroux au studio théâtre de la Comédie Française. Les représentations, oui, Christine. Il sera repris la saison prochaine. Et il sera repris la saison prochaine. Donc, en attendant la reprise, les représentations actuelles, elles ont lieu du mercredi au dimanche à 18h30. Suzanne, du blog Mort du Théâtre. On raconte que tu n'aimes rien, que tu râles sur tout, mais ce n'est pas vrai. En fait, tu es passionné dans ce que tu détestes et dans ce que tu aimes. Et là, tu vas nous parler d'un coup de cœur, un spectacle que tu as aimé. On t'écoute. J'ai vu le dernier Pierre Guillois à la Villette, qui s'appelle Dans ton cœur, qui est une création qu'il a co-créée avec la compagnie Accord et Accro, qui est une compagnie de cirque. J'étais un peu dubitative, mais je fais confiance à Pierre Guillois et j'ai passé l'un des plus beaux moments de ma saison. C'était une chose que j'avais jamais vue. C'était du cirque, car ce sont des acrobates sur scène, mais ils ne font pas que des acrobaties, ils racontent une histoire. J'avais pas lu la Bible avant et je voyais des choses, je comprenais des choses et je me disais, mais est-ce que je suis la seule à comprendre ça? En lisant la Bible à la sortie, il y avait tout ce que j'avais vu qui était écrit noir sur blanc et je me dis c'est absolument fou avec des sauts, avec des portées, des voltiges d'arriver à faire passer autant de choses, autant d'émotions. J'ai trouvé ce spectacle absolument intelligent, absolument sublime. Il y avait dans la salle énormément de scolaires, plus de la moitié de la salle était des scolaires, qui à plusieurs reprises dans le spectacle commençaient à rigoler parce que deux hommes commençaient des acrobaties ensemble qui pouvaient sous-entendre quelque amour entre eux, et puis soudain qui se taisaient parce que c'était juste beau ce qui se passait sur la scène et c'était prenant, ça touchait tout le monde. Et à la fin, quand il y a eu le noir final, il y a eu une standing ovation qui a été lancée par ces scolaires et j'ai trouvé ça tout aussi beau que le spectacle. J'espère que ça sera repris la saison prochaine parce que c'est une chose rare et unique, j'ai jamais vu ça. Merci Suzanne. Merci à toutes les trois. Hélène, alias le 4e mur, tu restes avec nous. Et tu es rejointe par Claire du blog Aparté. Bonsoir. Bonsoir Claire. Yann du blog Le Galopin pour parler de Électre Oreste. Promis, après ce spectacle-là, on arrête avec la Comédie Française. Pour cette émission. Après l'immense succès de la pièce Les Damnés, la troupe du Français retrouve le metteur en scène belge Ivo Vanov, cette fois autour de l'association de deux textes d'Euripide, Électre et Oreste, qui racontent l'union d'un frère et d'une sœur dans la vengeance qu'il et elle fomentent contre leur mère Clytemnestre et son amant Égiste. Bienvenue dans l'histoire sanglante des Atrides, avec ce spectacle qui marque l'entrée au répertoire de ces deux pièces antiques. Sur Twitter, Rosset dit « Première de Électre Oreste à la Comédie Française ce soir, l'austérité de la mise en scène d'Ivo Vanov, entre parenthèses pénombre, scène boueuse, boîte noire au milieu et percussion, serre sans concession la sanglante et superbe tragédie d'Euripide. Distribution comme toujours au sommet. Fort. Vos réactions? Claire du blog Aparté. Oui, moi vraiment j'étais totalement prise par cette histoire de vengeance et je pense premièrement par la psychologie, la finesse en fait de la description des tourments et des souffrances de ces deux personnages. Donc ce frère et cette sœur qui vont quand même devenir des monstres et tuer leur mère. Mais j'ai trouvé ça très fin en fait la langue d'Euripide en fait il y a une traduction et j'ai trouvé ça fou et je pense que c'est aussi grâce à la mise en scène d'Ivo Vanov on entend le texte d'une façon j'avais envie de noter toutes les phrases donc ça m'a tout de suite fascinée. Après effectivement la mise en scène est très belle, c'est compliqué de dire ça, il y a énormément de boue, il y a une boîte noire au milieu. Ce qui est très beau, c'est il y a il mêle tous les arts en fait, Ivo Vanov. Il y a des danses, incantatoires, on voit plein de choses en fait dans cette mise en scène. J'ai énormément aimé aussi d'un côté le bleu roi des personnages, donc Oreste avec Pylade, et qui montre la richesse, voilà. Et puis en face, Électre dans toute cette marée boueuse, avec cette sorte de chœur antique habillé de haillons. Et ça crée vraiment une imagerie très très forte. En fait, il y a plein de choses à dire, mais voilà,
Alors, moi j'ai des petits bémols par rapport à ça, c'est-à-dire qu'ils sont sonorisés, ils ont des micros. C'est vrai. Et moi j'ai trouvé que ça jouait sur... il y avait des choses qu'on n'entendait pas bien, ou parfois c'était... Alors peut-être parce que le son était mal réglé, mais donc il y avait des nuances qu'on n'avait pas, et il y avait des choses qu'on ne comprenait pas bien. Donc moi j'ai eu un petit peu de mal au départ, je connais l'histoire, mais je me suis dit franchement... il y a des choses qui sont inaudibles. Enfin, j'ai trouvé qu'il y avait des choses qui étaient inaudibles par le souffle ou le grésillement. Les micros étaient trop présents peut-être. Bon. Mais à part ça, Suliane Brahim et Electre incarné, je ne vois pas qui pourrait jouer ce rôle autre que cette actrice fabuleuse. Elle est tout en tension, tout en douleur, elle est extraordinaire, rien que pour elle, il faut y aller. Bon. Alors ensuite, c'est vrai, Yvan Veneveux a plein de bonnes idées, le coup de la terre, hein, c'est extraordinaire, je trouve, avoir pensé à ça, je me dis mais pourquoi on n'y a pas pensé avant? Il y a une scène merveilleuse, j'en parlerai après. Ouais, et les danses, c'est des moments d'une force inouïe, ces danses tribales. J'en ai des frissons là, rien qu'en repensant à ça. Ouais, c'est extraordinaire. Et par contre, une petite réserve aussi, c'est le côté sang. Il y en a trop. Yvan Veneveux, il a un truc avec le sang. C'est vrai. Dans toutes ses pièces, il en met trop. Et alors à la fin, ils sont tous roux. Ça fait plus du tout sang. On les reconnaît même plus. On les reconnaît plus, les acteurs. Et c'est presque trop, quoi. Oui, à la fin, moi ça m'a pas trop choqué. Mais... Bon, moi je vais pas rajouter grand chose parce que je l'ai vu hier soir et donc il faut que ça décante un petit peu. Mais bien évidemment, c'est une mise en scène d'Ivo Van Hove, donc ça ne peut pas laisser indifférent. Et moi j'ai trouvé qu'il y avait aussi beaucoup de belles choses. Ces fameuses danses tribales qui sont à la limite de la transe. L'interprétation, parce que Suliane Brahim, qu'on ne voit pas très souvent, est formidable. Bon, moi, je trouve qu'il y a aussi des gens qui sont là depuis un peu plus longtemps, comme Claude Mathieu et puis Loïc Corbery, qui sont très bien, et Christophe Montenez en Nord-Est est très bien. Alors effectivement, il y a beaucoup de sang, il y a beaucoup de boue, il y a beaucoup de violence, il y a même une émasculation, mais voilà, ça passe... Bon, ça passe crème. À la limite, ça passe crème. Voilà. Crème, c'est le bon mot. Et donc, voilà, je pense qu'effectivement, c'est un spectacle à voir. Qu'on soit pour ou qu'on ait des réserves, de toute façon, je pense qu'il faut le voir et ça ne peut pas laisser indifférent. Moi, j'étais très touchée parce que les damnés, je l'avais vu à Avignon et je sais que c'est étrange, mais j'avais pas été assez glacée, assez choquée. J'avais trouvé qu'il y avait beaucoup trop de rituels dans sa mise en scène. Et là, j'ai trouvé que c'était très charnel. C'est ça qui m'a plu. Et du coup, j'ai vraiment été totalement dedans. Et il y a notamment une scène où Oreste, qui vient de tuer sa mère, est tourmenté par les furies vengeresses, donc le remords. Un questionnement sans réponse. Le texte est merveilleux. Je pense qu'on a tous vécu ça en fait à un moment dans notre vie et là on se dit que ça a été écrit par non mais pas avoir tué sa mère. D'accord, oui, merci de préciser. Non, un questionnement vraiment très profond, existentiel en fait sur la vie. Et en fait ce que je trouve très beau c'est que Ivo Van Hove le plonge dans la boue. En fait on voit que la tête de Christophe Montenez, donc maculé de sang. Et donc il y a le cœur entier qui a sa sœur, ils essayent tous de le sortir de la boue et cette scène est vraiment atroce, elle est pleine de souffrance mais très belle en même temps, c'est un être disloqué, il explique qu'il a les membres brisés, enfin voilà, c'est une scène très très forte et moi j'ai trouvé Christophe Montenez très très bon. Je trouve que parfois il ajoute toujours un petit zeste d'étrangeté qui est très chic et là j'ai trouvé qu'il était peut-être plus dans son rôle, plus ancré, voilà. Bon, en même temps, il était dans la boue. Et voilà, donc moi, c'est un spectacle qui m'a énormément touchée. Et alors, la fin est open. Voilà. Exactement. Sans trop en dévoiler. Non, j'ai rien dit d'autre. Pour découvrir la fin et tout ce qui précède, vous avez jusqu'au 3 juillet pour aller voir ou revoir Electre Oreste d'Euripide, mis en scène par Ivo Van Hove à la salle Richelieu de la Comédie Française. Je vous invite à aller consulter le site internet du théâtre pour plus de précisions sur le calendrier des représentations. Yann, du blog Le Galopin, avant de poursuivre, tu voulais partager un coup de cœur? Oui, tout à fait. Donc, si je vous dis Richard III en 1 heure... Ça fait Richard I? Voilà.
c'est une façon de voir les choses. Mais vous allez sûrement me répondre que ça n'est pas possible. Et pourtant, à l'origine, il y a une adaptation d'une pièce de Shakespeare par Carmelo Bene, qui est un comédien et metteur en scène italien, que Georges Lavaudan a monté à la Maison de la Culture de Grenoble. Et donc sur la scène, il y a une grande table avec des verres de vin qui sont vides, pleins ou à moitié pleins, et 5 comédiens autour qui jouent et qui racontent les principaux épisodes de Richard III, dont Georges Lavaudan, le metteur en scène qui incarne la reine Marguerite, et un comédien que je trouve formidable, que je ne connaissais pas, qui s'appelle Ariel Garcia Valdés. Alors c'est un univers baroque, il y a des chansons de variété italienne, des lumières qui donnent un peu l'impression qu'on assiste à un dessin animé, que les personnages sortent, vont et viennent. Il y a un moment, un grand drap rouge qu'on tire. Et quand on sait que cette mise en scène-là, elle a été faite en 1979, qu'elle a 40 ans, je trouve qu'on ne peut être que surpris de son étonnante encore modernité. Donc c'était en tournée au début de l'année, ça sera encore en tournée sur la fin de l'année, je pense, et ce sera au théâtre Montansier à Versailles les 29 et 30 janvier 2020. Je ne peux que vous encourager à aller voir le spectacle s'il passe près de chez vous. Et très vite, je vais rajouter un deuxième coup de cœur. Si vous aimez l'humour un peu iconoclaste de Roland Topor, de Jean-Michel Ribes, donc après les représentations au théâtre du Rond-Point qui viennent de se terminer, il y a un spectacle qui s'appelle Topor, Ribes et Wagner, qui est repris à partir du 6 juin au théâtre Hébertot. Bon, c'est un joyeux moment qui est chanté, dansé et joué par Alexis Ribes, Héloïse Wagner et David Migeot. C'est 1h10 de folie et de nos jours, je crois que ça ne se refuse pas. Merci. Peux-tu nous redonner le titre de la première pièce dont tu as parlé? Oui, pardon, excusez-moi, c'est La Rose et la Hache. Merci à vous trois. Hélène, alias le 4e mur, tu ne nous quittes toujours pas? Et nous retrouvons Suzanne du blog Mort du Théâtre et Christine du blog Théâtre Côté Cœur pour parler de la pièce Un ennemi du peuple. On quitte enfin les murs de la Comédie Française pour trouver refuge dans un autre théâtre national, l'Odéon, où s'y joue actuellement Un ennemi du peuple d'Henrik Ibsen, mis en scène par Jean-François Sivadier. Moi je dirais où se joue actuellement, ou alors il s'y joue actuellement, mais sinon c'est pas français. Alors on va reprendre la phrase l'Odéon où se joue actuellement Un ennemi du peuple. Donc toujours la même pièce, du même auteur et du même metteur en scène. C'est l'histoire de 2 frères, Peter ou Peter ? Peter. D'accord, heureusement que vous êtes là. Le préfet administrateur de l'établissement des Bains et Thomas ou Thomas ? Thomas. Oh là là. Donc c'est entre Peter et Thomas, médecin employé et garant de la qualité des soins offerts aux curistes de ce même établissement. Tout allait très bien, jusqu'au jour où Thomas découvre que les eaux de l'établissement sont contaminées. La guerre fratricide éclate. Sur Twitter, l'étoffe des songes dit « Un ennemi du peuple fracassant au théâtre de l'Odéon. Nicolas Bouchot nous offre un monologue d'anthologie, à voir absolument aussi sérieux et intelligent que drôle et joyeux du grand théâtre. » Suzanne du blog Mort du Théâtre, ta réaction ? J'en ai déjà parlé avec l'étoffe des songes en face, car c'est vrai qu'on n'a pas eu du tout la même vision de ce spectacle. Je ne suis pas du tout d'accord. Je suis très partagée sur le spectacle. C'est-à-dire que j'ai trouvé la première partie, les 3 premiers actes, assez bien menés. Le texte est absolument génial. Je l'écoutais pour la première fois. Vraiment, j'ai été vraiment prise. Et puis, il y a cet acte 4, ce fameux monologue de Nicolas Bouchot, que je ne trouve pas du tout d'anthologie. Je trouve qu'il n'a rien à faire là. Parce que tout d'un coup, c'est plus Ibsen, sauf que ça n'a rien à voir avec ce qu'on vient de voir. On nous parle de théâtre alors qu'on parlait politique, on pourrait dire qu'il y a un lien, c'est vrai, mais j'aurais trouvé ça plus honnête de voir la pièce dans son entièreté que d'ajouter comme ça quelque chose qui en fait
pour moi, vient de Nicolas Bouchot, parce que là, Nicolas Bouchot nous offre ce que Nicolas Bouchot sait faire, c'est-à-dire ce côté un peu, je dialogue avec mon public, mais en même temps, je suis de ce côté de la scène et je suis Nicolas Bouchot. Enfin, il y a quelque chose qui m'a un peu exaspérée dans ce monologue. Je sais qu'il y a des fans de Nicolas Bouchot autour de cette table, mais vraiment, je suis un peu énervée parce que ça fait plusieurs spectacles que je vois Nicolas Bouchot et je le vois toujours faire la même chose. Alors... Donc Nicolas Bouchot, prouvez-nous que vous savez faire autre chose. Non, mais... Voilà, donc là, on a juste avant pour prévenir que nous avons Hélène, alias le 4e mur, qui est une grande fan de Nicolas Bouchot, qui va tout de suite répondre à Susan. Il ne fait pas du tout la même chose. Tu t'imagines la palette et les nuances qu'il apporte entre la drôlerie, l'hystérique, le mec pas drôle. Mais c'est Nicolas Bouchot. Il fait toute une série de palettes, mais c'est Nicolas Bouchot. C'est pas Thomas. Je veux dire, tout d'un coup, tu vois Nicolas Bouchot. C'est le personnage de Thomas qui est très complexe. C'est toujours... Parce que c'est pas du tout un sauveur, etc. Il est aussi assez désagréable, en fait. Oui. Il n'est pas sympathique, ce gars. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est un héros qui n'est pas sympathique. Oui. Donc, et il le rend bien. Bon. Oui. Donc après, effectivement... Tu ne peux pas reprocher à un acteur d'être une star et d'être un espèce de génie, un diamant brut. Attends, il est absolument intaillable et je pense que de toute façon, il fait partie de ces acteurs qui ont une patte et qui sont incapables qu'on ne voit pas que c'est eux derrière. Mais ça veut dire que c'est pas un grand acteur. Voilà. Si on voit toujours là, tu dis que Lucchini n'est pas un grand acteur, tu peux le dire, il n'y a pas de souci. Mais c'est autre chose. Il y a plein de grands acteurs. Donc, je vous avais prévenu. Est-ce que, Christine du Théâtre Côté Cœur, tu aimerais quand même glisser un mot dans cette bataille? Alors, je suis là, je suis entre les deux. J'essaye de compter les points. Je me crois à Roland Garros d'un seul coup. Moi, j'ai beaucoup aimé ce spectacle parce qu'il s'inscrit dans la modernité et dans notre temps. C'est-à-dire que cette adaptation, cette création de Sivadier avec Nicolas Bouchot, qui est un comédien assez exceptionnel quand même, c'est le portrait de notre époque, c'est le portrait d'un 21e siècle qui étale toutes ces contradictions dans son exercice de la démocratie, qui met l'accent sur les lanceurs d'alerte, sur le lobbying, sur la défense de l'intérêt commun face à l'intérêt individuel. Et ça, c'est la pièce. Ça, c'est la pièce, mais c'est ce 4e acte qui, effectivement, fait beaucoup parler. Par certains côtés, je suis d'accord avec toi sur le fait que ça tombe un petit peu... je ne sais plus comment l'expression, mais... comme un cheveu sur la soupe. Comme un cheveu sur la soupe pour certaines choses, mais en même temps, on est dans la continuité de ce personnage et de cette société qui tombe en déliquescence. Et on est dans cette noyade générale qui est accentuée par le décor avec cette eau omniprésente dans les lustres, avec ces ballons d'eau qui tombent comme des bombes à la fin, ces rideaux de plastique. Mais moi, je suis désolée, j'ai marché, je suis tombée dedans, j'ai trouvé que c'était... Est-ce que tu fais partie de ceux qui étaient tellement contents de se faire insulter de veau par Nicolas Bouchot dans cet acte 4 ? Oh oui, on est à l'Odéon, insulte-nous de veau. Mais on a l'impression qu'ils sont... Mais... On ne s'est pas fait insulter. Oh, tu rigoles. Si, il insulte le public. Bien sûr qu'il insulte le public, et le public est tellement content, il ne voit jamais ça, c'est à l'Odéon, tu vois. Enfin, franchement... Oh là là, sortez un peu. Non, de même que je n'avais pas apprécié quand Coluche traitait son public de gros con. Mais c'est... Enfin, voilà, je passe à côté de ça. C'est un grand show, il en fait une tribune politique, effectivement, pour expliquer ses opinions. Mais en même temps, on est, pour moi, dans la continuité de ce personnage qui est complètement... manipulé aussi avec tous les autres, et que ce soit le journaliste qui au début oui, on va y aller, on va défoncer, on va arrêter tout ce cinéma, puis qui finit par se dire ouais non mais finalement j'ai mon poste qui est en jeu. Enfin voilà, il y a toutes ces contradictions qui sont montrées et aucun des personnages n'en sort indemne. Ils sont tous que ce soit le maire, le médecin, enfin le préfet, le médecin, le journaliste, la femme, enfin tous et ils sont tous écorchés par ce spectacle. Et c'est cette modernité du texte et le fait de rendre les textes
d'Ibsen aussi, très drôle, ce qui est assez rare quand même, qui m'a aussi séduit dans ce spectacle. Un peu long, il y a des choses sur j'aurais peut-être un peu resserré quand même. Je veux dire, tout ce dont tu parles, c'est le texte. La complexité de ces personnages. Il n'y a pas que le texte, il y a la mise en scène aussi, il y a l'ensemble. Non, mais la mise en scène, sur les 3 premiers actes, j'ai peu de choses. Moi, j'ai pas trop adhéré à la caricature des personnages, mais je comprenais le parti pris. Mais vraiment, cet ajout, je veux dire, tout d'un coup, on parle vraiment du théâtre, et vous avez vu comme je vous manipule, et j'ai trouvé vraiment que ça rendait le propos flou. Moi, j'aurais voulu comprendre la pièce d'Ibsen, et je trouve que Sivadié, là, il l'a rendu flou. Qu'est-ce que tu as trouvé je veux dire, pourquoi il nous dit ça? Parce qu'en fait, à l'origine, il lui donne un meeting. Oui, mais pourquoi tout d'un coup cet aparté sur le théâtre? Et justement, ça rend tout flou. Il implique la salle, et effectivement, toute la salle s'est levée, parce qu'à un moment, il a dit ceux qui sont d'accord avec ça, vous restez assis. En fait, toute la salle s'est levée pour être contre, pour le soutenir lui. D'accord, mais c'est pas. Donc, moi, j'ai trouvé que c'était amusant. Mais ça, c'est Sivadié. Oui, dans mais son Jean, il faisait la même chose. Il y avait des digressions. Qu'est-ce que ça t'apporte d'explication de la pièce? Moi, je veux dire, ce texte. Tu intellectualises tout, moi. Je cherche pas à ce que ça m'apporte ou je sais pas quoi. Il y a aussi de la. Mais je cherche à comprendre. Mais... Je veux dire, moi, face à ça, je me dis, ok, alors pourquoi tout d'un coup il me prend à partie et me dit, je t'ai manipulé. Pose ton cerveau de temps en temps, tu sais. Non, je trouvais la pièce vraiment qu'elle faisait réfléchir, qu'elle donnait à réfléchir, et tout d'un coup, on m'enlève ce qu'on m'a donné. Je pense que justement, cet intermède, il te donne aussi à réfléchir, et il te remet encore plus dans l'aspect contemporain des sujets qui sont traités par Ibsen. Moi, il me rend flou ce que j'ai pensé à acquérir, si tu veux. Et je trouve qu'il est soit pas allé au bout du truc, soit qu'il a planté ça là, un peu comme un cheveu sur la soupe, et qu'il n'a pas vraiment réussi à le mêler au début de la pièce. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui apparaît, et j'ai pas compris. Vraiment, il y a un petit moment de flottement, effectivement, quand ça se met en place, mais je trouve qu'après ça se reprend en main et que ça réintègre. Non, il nous renvoie l'ambiguïté du propos de la pièce. Parce que le propos de la pièce, c'est bien, c'est un héros, et à la fin, non, parce que voilà, en fait, on a des intérêts financiers. Et c'est vrai. Et il nous la renvoie, cette ambiguïté, parce que nous, on est tout feu, tout flamme dans les lanceurs d'alerte, mais si on regarde bien, nous, dans notre quotidien aujourd'hui, je suis sûre que pour la plupart, on prendrait l'option nous ne bougeons pas trop parce que ça nous remet, nous aussi, en question dans nos habitudes de vie, dans nos conforts, etc. Moi, j'ai trouvé que c'était un peu... c'est désagréable, je suis d'accord, mais moi, je suis sortie de là en me disant, mais finalement, est-ce que moi, j'aurais été du bon côté? Est-ce que j'aurais été du côté de Bouchot? Pas sûr, tu vois. Bon, donc, j'ai trouvé que c'était intéressant en tant que... il nous renvoie le positionnement des gens de la commune. Donc, je trouve et en nous parlant du théâtre, le replaçant dans le théâtre, il nous remet aussi dans notre quotidien et dans la réalité de nos vies, par un effet miroir. Mais qu'on avait déjà, je trouve, avec le texte du début de pièce, je veux dire, c'est Ibsen qui écrit, mais il y a plein de choses qui font écho à notre actualité. Moi, j'entends changement climatique quand il parle, alors qu'il parle absolument pas de ça. Donc, on n'avait peut-être pas besoin. Voilà. Nicoluche, en tout cas, vous avez jusqu'au 15 juin pour aller voir ou revoir Un ennemi du peuple d'Henrik Ibsen, mis en scène par Jean-François Sivadié au Théâtre de l'Odéon. Les représentations ont lieu du mardi au samedi à 20h et le dimanche à 15h. Merci à toutes les 3. Autour de moi, pour parler de Fauve, j'ai le plaisir de rester avec Hélène, alias le 4e mur, de rester avec Suzanne du blog Mordu Théâtre et d'accueillir une invitée très spéciale qui vit à plus de 4000 km d'ici et qui nous honore ce soir de sa présence. J'ai nommé Naï, alias Naïsas. Bienvenue et merci d'être parmi nous. Merci à vous. On fait la tournée des théâtres nationaux de la capitale, puisqu'après la Comédie Française et l'Odéon, direction maintenant le Théâtre de la Colline, où le directeur Wajdi Mouawad présente sa dernière création, Fauve. Fauve, c'est l'histoire, dans l'histoire, dans l'histoire, dans l'histoire. Fauve, c'est l'histoire de ce que l'on reçoit et transmet
par les silences, par les secrets, par les hasards. Dans Race et Histoire, Claude Lévi-Strauss dit « En refusant l'humanité à ceux qui apparaissent comme les plus sauvages ou barbares de ses représentants, on ne fait que leur emprunter une de leurs attitudes typiques. Le barbare, c'est d'abord celui qui croit à la barbarie. » Sur Twitter, Joël Plantet dit « Fauve à la colline, Wajdi Mouawad nous précipite dans un maelstrom familial fait de terribles secrets générationnels, de traumatismes, de conflits et d'enfermements effroyables, de fracas et de désespoir, de confusion et brouillage tous azimuts. Éprouvant, passionnant. » Vos réactions ? Et alors écoute, ta petite phrase de Lévi-Strauss. Alors je me permets de préciser que l'idée n'est pas de moi, mais que la phrase de Lévi-Strauss se trouve en fait sur le descriptif du spectacle, sur le site internet du Théâtre de la Colline. Ah mais je n'en doute pas, mais si tu veux, il faudrait que je relise bien la phrase et que je le mette en rapport avec le truc. Je vais la répéter. Non, c'est peut-être pas la même. En refusant l'humanité à ceux qui apparaissent comme les plus sauvages ou barbares de ses représentants, on ne fait que leur emprunter une de leurs attitudes typiques. Le barbare, c'est d'abord celui qui croit à la barbarie. Mais c'est quoi le rapport avec la pièce ? Voilà, alors, on peut toujours trouver un rapport avec... Mais si tu veux, par rapport à une pièce qui est une narration sur la première partie, c'est encore une fois, il y a une narration, il y a toute une histoire, un récit. La phrase sur le site est un peu opaque et laisserait penser que la pièce est un défilé de réflexion philosophique. Et pour moi, justement, il a une forme, Mouawad, c'est un narrateur, c'est un conteur. Donc, et toute sa première partie, encore une fois, comme pour Tous des oiseaux, ça s'enchaîne. Il y a une mise en scène absolument incroyable, avec une fluidité, des ellipses, de l'inventivité. On ne voit rien passer en 2 heures, ça passe comme 2 minutes. Oh là, non, je t'arrête tout de suite. Ça passe comme 2 bonnes heures. Surtout que je précise qu'elles en durent 4, ces heures-là dans le spectacle. Moi, 3h45 au total. 3h50 avec entracte, en fait. Je dois préciser que je ne suis pas restée à la deuxième partie, mais plus pour raisons personnelles que parce que vraiment c'était d'un ennui mortel. Je me suis un peu ennuyée, mais je serais restée si j'avais été en bon état. Le fait est que j'ai trouvé que c'était une pâle imitation de Tous des oiseaux. Pas forcément dans la mise en scène, mais dans l'histoire. Cette histoire, on sent qu'il y a des secrets de famille qui vont être dévoilés si vous restez jusqu'à la fin des 3h50. Non, mais qu'on devine très rapidement quand on connaît Mouawad. Oui, voilà, moi, j'avais fait des paris. Oui, nous aussi, on faisait des paris. Puis la personne qui était avec moi m'a raconté la fin, et donc on avait eu raison finalement. Mais j'étais assez déçue parce que c'était qu'une pâle imitation quand même. J'ai pas été prise, quoi. Pourtant, c'est extrêmement bien joué, mais alors au début, la première scène, elle est rejouée 6 fois. Mais c'est ça que Et moi, j'en pouvais plus. J'avais envie de dire arrête. J'en ai marre. Mais ça prend tout son sens par rapport à ça, par rapport à ce qu'il dit. Parce qu'il dit quelque chose. De chercher le moment où notre destin pourrait changer. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que en fait, il y a des scènes qui sont rejouées plusieurs fois, toutes, sur plusieurs angles. On les voit pas forcément sur le même angle. Et en fait, il y a des petites modifications. Et on s'aperçoit à la fin que effectivement, dans telle scène, peut-être il n'aurait pas vu telle chose qui fait qu'il ne serait pas passé ça après, etc. Donc moi, j'ai trouvé que c'était vachement intelligent et vachement inventif. Mais le problème avec Mouawad, c'est qu'il devrait s'arrêter au bout de 2 heures. Ah ouais. Et il en rajoute une 3e partie, comme dans Tous des oiseaux. Oui, mais dans Tous des oiseaux, elle était réussie. Et là, il te balance des théories philosophico-machin. Ça, j'ai pas vu. Et il te charge la barque. Naï, alias Naïsas, alors toi tu nous es venu de très très loin, donc j'aimerais bien entendre le son de ta voix sur ce qui vient d'être dit. Je suis plutôt d'accord avec Suzanne, pour le coup effectivement c'est une pâle imitation de Tous des oiseaux. Alors, au niveau des thèmes, c'est du Mouawad, on est sur du Mouawad classique, donc on qu'est-ce que revient c'est même pour presque... l'initier le Mouawad classique?
On revient presque au sang des promesses. On a du viol, on a des secrets de famille, on a de l'inceste. Oui, mais finalement, c'est pas vraiment de l'inceste, là. Si, un an, je te dis. Bon, d'accord. C'est de l'histoire, voilà, de l'histoire avec un grand H qui vient. Oui, de l'histoire dans de l'histoire. C'est du Mouawad. Après, est-ce le meilleur Mouawad? À mon sens, non, du tout. Et par rapport à ce spectacle en lui-même, moi, on retrouve quand même sa plume. Alors, c'est vrai que dans Tous les oiseaux, il avait une plume d'or. Enfin, on avait envie de lire toutes les phrases. C'était absolument là, il y a effectivement plus de scènes, de dialogues. On est plus dans la construction de pulse. Donc, effectivement, il y a moins d'envolées, il y a moins de textes d'envolées de poésie textuelle. Mais il y a quand même des choses très, très belles. Enfin, il y a toujours des moments où il a cette plume en or, quoi. Mais moi, c'est la deuxième partie qui m'a gênée, et je pense que il aurait pu s'arrêter à la fin de la première partie. La deuxième partie n'ajoute absolument rien, à mon sens, mais bon. Mais tu vois, je trouve qu'il a rien trouvé. Enfin, tu dis que la mise en scène trouve des choses. C'est toujours la même chose. Mais oui, mais tu vois, moi, tu m'aurais mis face à ce spectacle en me disant qui est-ce. J'aurais dit Mouawad, c'est la même chose que ce que j'ai déjà vu. Oui, mais tous les metteurs en scène ont leur manie. Oui, mais il y a quand même une inventivité, quelque chose qui se porte à un spectacle, qui se prête à un spectacle spécifique. Là, non. Gosselin, il a toujours les mêmes trucs. Sivadier, il a toujours les mêmes trucs. Mais tu me cites des metteurs en scène que je trouve pas grands. Oui, non, mais c'est les deux premiers que je te cite, mais d'une manière générale, tu reconnais, ils ont toujours les mêmes pattes. Thomas Joly, par exemple. Cherche pas. Est-ce que c'est un grand Thomas Joly? Je me prononcerai pas. Tu le reconnais tout de suite. Bon, Ostermeyer aussi, enfin, tu les reconnais. Angelica Lidl, pour avoir une femme quand même dans la liste, on reconnaît sa patte. Oui, mais c'est toujours quelque chose de différent. Est-ce que c'est une grande? Ah oui. Bon, revenons à nos moutons. Si vous n'avez rien Qu'est-ce que tu veux dire? Je sais pas. Mais tu connais bien Mouawad, tu peux en Ouais, parler. mais justement, j'ai trouvé que c'était un peu trop du Mouawad. C'était trop vu. Enfin, j'ai pas accroché. Et puis j'avais toujours Tous des oiseaux aussi au fond de ma tête. Dur, en fait. Et ouais, c'est dur de redescendre de Tous des oiseaux. C'est dur de reprendre. C'est pareil quand j'ai vu Innocence. Ouais, Notre innocence l'an dernier, c'était Oui, mais pourtant Notre innocence, je trouve, s'éloignait de Tous des oiseaux dans son histoire. Ouais. Et là, je veux dire, à chaque fois qu'il y avait quelque chose. Ouais, ça revenait. Puis c'était en moins bien en plus, donc. Un peu déçu quand même. On peut quand même saluer la distribution qui est, je trouve, exceptionnelle, mais sinon Alors moi j'ai trouvé que Jade Fortino était pas extraordinaire. Elle joue la fille. J'ai trouvé qu'elle était pas assez. Elle voulait trop jouer la rebelle en fait. Enfin, j'ai trouvé qu'elle était pas nuancée. Elle était toujours un peu dans les cris. Et alors que je l'avais trouvée très bien dans la précédente pièce de Mouawad, je trouvais que c'était une des rares qui s'en sortait bien. Et là, j'ai trouvé qu'elle était un petit peu en dessous de ses petits camarades. C'est pas bien de dire du mal. Moi, j'ai eu un peu de mal avec Julie Julien qui jouait Rosa, qui je trouvais surjouait un peu trop. Ouais. T'inquiète pas, quatrième mur, on sort. Merci d'avoir été avec nous. Merci Naï d'être venue de si loin. Finalement, on est un peu déçus que tu aies été déçue par le spectacle parce qu'on connaît ta connaissance très fine et ta passion pour le théâtre de Wajdi Mouawad. En tout cas, vous avez jusqu'au 21 juin pour aller voir ou revoir Fauve, écrit et mis en scène par Wajdi Mouawad au Théâtre de la Colline. Les représentations ont lieu du mardi au samedi à 19h30 et le dimanche à 15h. Avant de clôturer l'émission, voici le moment que tout le monde attend chaque année avec impatience et trépignement, les prix Mortimer 2019. Commençons par Axel du blog Pas une critique. Axel, on t'écoute. Je voudrais décerner le prix Mortimer de l'acteur ou de l'actrice qui joue toujours de la même façon et qui pourtant nous embarque à chaque fois, même quand il ou elle passe la pièce les mains dans les poches, à Franck Berghuisen pour Infidèle après la répétition au Théâtre de la Bastille et Quartet au Centre Pompidou, le tout dans le cadre du Festival d'automne. Alors attention, ceci n'est pas une critique, vous ne pouvez pas me voir là, mais je viens de faire un bon clin d'œil. Bien au contraire, je tiens Franck Berghuisen, tout comme ses comparses du Tegestal, Yolande Dekersmaker et Daniel de Schrieder, comme un très grand acteur. Oui,
On a l'impression qu'il joue toujours de la même façon, qu'il a toujours ce côté, comment dire, nonchalant, les mains dans les poches, on dirait qu'il improvise. Le français n'est pas sa langue maternelle, et pourtant, les spectacles du TG7 commencent toujours à peu près de la même façon. Les acteurs sont sur scène à l'arrivée du public, ils attendent, regardent les gens s'installer, on ne sait pas si ça a déjà commencé ou pas, on ne sait pas s'ils jouent ou pas. Et c'est ça qui est magique. Franck Berghuisen et tous ses camarades parviennent à nous emmener au cœur de l'intrigue sans qu'on y fasse attention, comme par magie. Il ne joue pas à être quelqu'un d'autre, il est dans l'entre-deux, pas tout à fait lui, pas tout à fait l'autre. Les spectacles du TG7 sont toujours âpres, cinglants et finalement surprenants. Pour la saison 19-20, le TG7 fera sa rentrée à la maison, au théâtre de la Bastille, avec The Way She Dies, une pièce écrite par un certain Thiago Rodriguez, TG-Stan, plus Thiago Rodriguez égale super combo. La pièce a été créée il y a 2 ans et j'ai eu la chance de la découvrir lors de sa première française au Théâtre Garonne à Toulouse, fin mars 2017, et autant vous dire que je suis impatient de la revoir. Merci Axel. Suzanne du blog Mort du Théâtre, quels sont ou quel est tes prix Mortimer de la saison 2018-2019? Alors je vais remettre 2 prix Mortimer. D'abord je vais remettre le prix Mortimer du spectacle qui aurait vraiment mérité plus de Molière mais qui ne les a pas eu, et c'est d'ailleurs plutôt rassurant, pour Le Canard à l'Orange de Nicolas Briançon, qui est un spectacle dont je viens d'apprendre que c'était la dernière hier. J'ai raté la possibilité de le revoir, je suis un peu déçue, mais je regarde un très bon souvenir. J'ai passé une soirée où pour une fois j'avais mon cerveau éteint et je n'ai fait que rigoler. Je dois à Nicolas Briançon une mise en scène absolument parfaite, excellemment rythmée, mais aussi un jeu d'acteur qui a su me faire passer partout, le rire, les larmes de rire. J'ai passé une soirée divine et il savait remettre pour moi le boulevard à sa plus noble place. Donc j'attends avec impatience, un peu d'anxiété, mais impatience quand même, ces 2 mises en scène la saison prochaine. La mise en scène du spectacle dont le titre ne me revient pas, avec Michel Sardou. J'ai un peu peur, mais on verra. N'écoutez pas mesdames. N'écoutez pas mesdames, merci Yann. Et le spectacle qui sera monté au Rond-Point, avec notamment François Berléand, qui s'appelle La Banquette. Et le 2e prix Mortimer, je vais le remettre à un mec pluriel qui est à la fois auteur, acteur, metteur en scène, scénariste, écrivain, qui est pour moi une sorte d'ange gardien du théâtre et qui s'appelle Alexis Michalik. J'ai vu Intramuros après tout le monde, mais j'ai fini par le voir il y a quelques jours. J'ai été emportée, comme d'habitude. J'ai trouvé ça absolument génial, d'une perfection absolue dans le jeu, dans la scéno. Tout est absolument minutieux. Au début, je me suis dit « Ah, celui-là, non !» Et puis, en fait, 2 heures sont passées et j'ai pas compris ce qui m'était arrivé. Alexis Michalik sait tout faire, enfin, j'ai l'impression. Et je trouve qu'il est extrêmement bénéfique au théâtre parce qu'il remplit des salles, il donne du métier, il donne de quoi jouer à des comédiens, il donne de quoi jouer à des comédiens au cinéma, il fait lire des livres puisqu'il va sortir son premier roman à la rentrée. Donc voilà, ce mec est un génie et je voulais lui décerner un prix. Yann. Alors moi je vais décerner le Mortimer du spectacle qui a eu un bad karma, ou un mauvais karma en français. En fait, pour moi, il y a 2 ex-aequo. Il y a Rabbit Hall au Bouffe parisien et Guys and Dolls au théâtre Marigny. Ce sont 2 spectacles que personnellement j'ai beaucoup aimés et qui malheureusement n'ont pas trouvé leur public, et les représentations se sont arrêtées un peu prématurément. Et puis puisqu'on a droit à 2 Mortimer, je vais donc décerner le second Mortimer à un comédien caméléon. C'est-à-dire c'est un comédien qui sait tout jouer dans des registres très différents, puisque on l'a vu en pervers trouble dans Martin, dans la mise en scène de Ivo van Hövledane, on l'a vu en musicien de Bob Dylan dans Comme une pierre qui roule, en fou sanguinaire dans Reste, en adolescent un peu perdu dans L'éveil du printemps, et alors en Sir Andrew, dit Gueule de fièvre, neuneu hilarant dans dans La Nuit des Rois, mise en scène par Ostermeyer, et dans une pièce dans laquelle il a aussi des problèmes de démangeaison. Et bon, je trouve que c'est un comédien qui a une palette très large, et j'espère
Il sera bientôt nommé sociétaire par M. Ruff, donc c'est Christophe Monténès. Christine. Un prix Mortimer double avec sa version féminine et sa version masculine. Je vais commencer par la version masculine, le Mortimer du comédien qui ne se laisse pas écraser par la tête d'affiche, que je décerne à Morgan Lloyd Sicard dans Opening Night. Face à la grande Isabelle Adjani, il n'était pas évident d'endosser ce rôle du metteur en scène qui est confrontée à une comédienne vieillissante qui vit très mal sur le fait de vieillir. J'ai trouvé que dans cette Opening Night qui s'est jouée au Bouffe du Nord, ce jeune comédien lui tenait vraiment la dragée, pas la dragée haute, mais tenait complètement faisait un excellent contrepoids, ne s'est pas du tout écrasé et était brillant, et j'espère le revoir bientôt dans une autre production, et je le suivrai avec attention. Le versant féminin, donc le Mortimer de la comédienne qui éclipse la tête d'affiche, je l'attribue à Mata Gabin dans La solitude des champs de coton à la Villette. La mise en scène n'était pas forcément extraordinaire, mais j'ai trouvé que cette comédienne avait une présence sur scène absolument magnifique, lumineuse même, dans un environnement assez sombre, c'est le moins qu'on puisse dire pour le thème du spectacle. Et moi, elle m'a vraiment épatée, elle avait une diction d'une perfection incroyable, elle m'a complètement capté mon attention pendant tout le spectacle. Et je venais pour Charles Berling, je suis repartie pleine d'admiration pour Mata Gabin, et elle aussi, j'espère la retrouver rapidement, programmée et distribuée dans d'autres spectacles. Merci et bravo à tous les récipiendaires de ces prix Mortimer 2019. Allez, ça mérite bien un petit coup de jingle avant la conclusion de cette émotion, de cette émotion riche en émissions. On va le garder tel quel. Je vous rappelle les pièces qui ont été l'objet de nos échanges passionnés ce soir. Hors-la-loi, écrit et mis en scène par Pauline Bureau au Théâtre du Vieux-Colombier de la Comédie Française jusqu'au 7 juillet. Les Serges, Gainsbourg-Point-Barre, mis en scène par Stéphane Varupen et Sébastien Poudroux au Studio Théâtre de la Comédie Française jusqu'au 30 juin. Electre Oreste de Ripide, mis en scène par Ivo Vanov à la Salle Richelieu de la Comédie Française jusqu'au 3 juillet. Un ennemi du peuple d'Henrik Ibsen, mis en scène par Jean-François Sivadier au Théâtre de l'Odéon jusqu'au 15 juin. Et enfin, Fauve, écrit et mis en scène par Wajdi Mouawad au Théâtre de la Colline jusqu'au 21 juin. Je remercie tous ceux et toutes celles qui sont venus autour du micro, physiquement ou pas physiquement. Axel du blog Pas une critique, Christine du blog Théâtre Côté Cœur, Claire du blog Aparté, Hélène alias Le Quatrième Mur, Suzanne du blog Mordu de Théâtre, Yann du blog Le Galopin, et un merci tout spécial à notre invitée toute spéciale, Naï alias Naïsas. Merci à vous, chères auditrices et auditeurs, merci de nous avoir écoutés, et surtout, un très très grand merci à l'équipe du Théâtre de l'Atelier, notamment un merci tout particulier à Dominique Racle et Marc Lesage pour leur générosité et pour leur exceptionnel accueil ce soir. Pour terminer... Attends, on va pas terminer comme ça quand même. Le Théâtre de l'Atelier, c'est un théâtre qu'on aime beaucoup, qui est magnifique, qui est sur une place qui est absolument merveilleuse, et puis qui a une programmation quand même assez osée, qu'il faut encourager. Actuellement, il y a toujours Mademoiselle Julie, avec Anna Mouglalis et Xavier Legrand, dans une version que je n'ai pas vue, mais que certains autour de la table ont beaucoup appréciée. Et puis pour l'été, la reprise du spectacle de Julie Ferrier, À ma place, vous feriez quoi, dont la première a eu lieu hier soir, mardi. Et puis 2 scoops qui nous ont été livrés par Marc Lesage sur la rentrée et la saison 2019-2020. Une création qui est une adaptation de Barrage contre le Pacifique qui s'appellera L'Éden Cinéma, donc de Marguerite Duras, mis en scène par Ninon Bretécher avec Olivia Ruiz et Claire Nebout, avec une distribution qui reste à compléter. Et puis une autre création en janvier qui parlera à ceux qui aiment la politique. Ça s'appellera Rendez-vous rue de Bièvre.
C'est un spectacle qui n'est pas un biopic, qui relatera un entretien qui s'est réellement tenu entre François Mitterrand et Michel Rocard 6 mois avant l'élection présidentielle pour savoir lequel allait se présenter pour représenter le Parti socialiste. Voilà les 2 scoops qui nous ont été donnés. Donc, ce spectacle sera interprété par Philippe Magnan et Cyril Eldin. Voilà. Waouh, merci pour ces scoops et aussi merci à Marc Lesage, directeur du Théâtre de l'Atelier, de nous en offrir la primeur, la primauté, la première expression, enfin... Partager le secret. Voilà, de nous avoir partagé le secret en premier. C'est ici que vous l'entendrez pour la première fois. Pour terminer, j'aimerais remercier toutes les personnes qui œuvrent dans l'ombre, qui nous soutiennent, qui font aussi partie de l'équipe de Radio Mortimer et que nous aurons peut-être le plaisir de recevoir lors de la prochaine émission. C'était la dernière de la saison 18-19. On se retrouve à la rentrée. D'ici là, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas à nous apostropher au hashtag Radio Mortimer. Un très bel été à toutes et à tous et à la prochaine. Merci. Au revoir.